La transmission verticale, en fait, le terme vertical maintenant, il est plus apprécié que transmission mère-enfant et de plus en plus utilisé par rapport à la transmission mère-enfant, mais on peut continuer à utiliser les deux termes. Ma première présentation va se focaliser sur les dernières avancées dans la triple élimination, parce qu'avant, on parle uniquement de la transmission mère-enfant du VIH. Maintenant, on va à la syphilis et on va également à l'hépatite B, vous allez voir pourquoi. Et on peut intégrer également dans la triple élimination d'autres interventions qui peuvent, selon donc, le contexte de la région, par exemple en Amérique latine, il ajoute la maladie de Chagas, ou dans d'autres régions, donc il ajoute d'autres maladies dans cette élimination. La triple élimination est une initiative qui favorise l'élimination de la transmission verticale de 3 infections qui sont le VIH, la syphilis et l'hépatite B, dont la prévalence reste encore élevée dans les pays à revenus intermédiaires et faibles. Et l'élimination de la transmission verticale représente actuellement une priorité mondiale de santé publique. Son objectif est de garantir la disponibilité de services de qualité en matière de santé reproductive pour les jeunes femmes et les adolescentes, ainsi que des services également de qualité en matière de santé de la mère et de l'enfant en vue de réduire l'incidence de ces 3 infections à un niveau si faible qu'elle ne constitue plus une menace de santé publique. Donc le terme élimination ne veut pas dire toujours 0 infection, mais dire que ces infections l'incidence devient donc si faible qu'elle ne représente plus une menace de santé publique. Alors quel est le rationnel de la triple élimination ? Ce sont des maladies transmises, les 3 maladies sont transmises par voie sexuelle et verticale. Elles sont souvent cliniquement asymptomatiques avec une longue période de latence. Elles peuvent causer une morbidité et une mortalité maternelle et infantile assez importantes et peuvent être dépistées pendant la consultation prénatale, traiter et prévenir la transmission verticale. Une idée sur la charge de morbidité des 3 infections au niveau de la région MENA ou la région donc, de la Méditerranée orientale. Par exemple, pour le VIH en 2022, le taux de transmission mère-enfant du VIH représente à peu près 32%. Comparativement, il est 3 fois plus élevé que comparativement au taux moyen mondial qui est de 11% en 2022. À peu près en 2022, on a eu dans la région 1700 nouvelles infections chez les enfants, ce qui représente à peu près 10% des nouvelles infections à l'échelle mondiale. Pour l'hépatite B, en 2022, 1,5 million de femmes à risque de transmission de l'hépatite B à leurs enfants ont été notifiées au niveau de la région de la Méditerranée orientale. Et pour la syphilis, entre 2019 et 2021, à peu près en 2019, 3,2% des femmes aux soins prénataux ont été testées. Ça, c'est des données de 78 pays, donc à l'échelle mondiale. Vous voyez, le dépistage reste encore faible de la syphilis au niveau mondial. En 2021, 2,4 millions de cas incidents de syphilis dans la région MENA, donc, qui comporte donc, un certain nombre de femmes enceintes. Et dans le monde, à peu près 1 million de femmes enceintes avaient une syphilis active, entraînant 350 000 complications au cours de la grossesse en 2021. Le plus important dans tout ça, c'est que la transmission de ces infections peut être évitée par des interventions simples et efficaces. Et l'UNICEF estime que 3,4 millions de nouvelles infections chez les enfants ont été évitées depuis 2000 grâce aux interventions de prévention de la transmission mère-enfant. Voyons tout d'abord la transmission du VIH. Comme vous le savez, la transmission verticale du VIH est assurée à la fin de la grossesse, c'est surtout au 3e trimestre de la grossesse, au moment du travail et de l'accouchement, et également donc, en postpartum par l'intermédiaire de l'allaitement maternel. Il est très bien établi que la transmission verticale du VIH peut être prévenue par la prescription précoce d'antirétroviraux au cours de la grossesse et que les combinaisons à base de dolutegravir qui sont utilisées actuellement permettent d'obtenir une suppression virale plus rapide aux alentours de 30 jours de traitement. Donc on peut avoir une suppression virale, ce qui contribue davantage à la réduction du risque de transmission verticale du VIH. Alors comment se fait donc la réduction de risque? Donc, il faut instaurer un test de VIH à la première consultation, la première visite de consultation prénatale. On utilise par l'utilisation du duotest VIH-syphilis.
plus un test rapide antigène HBS séparé. Lorsque le test VIH il est négatif, donc il faut refaire le test à la 24e semaine de la grossesse en cas de persistance de risque. Et là, ça dépend également des protocoles des différents pays. Mais en Tunisie, on continue à proposer le test à la semaine 24 de la gestation. S'il est positif, on fait une orientation directe donc, aux soins. Et cette orientation va permettre donc d'instaurer donc un traitement précoce, un traitement option B+, ça veut dire un traitement donc à vie, une surveillance clinique, obstétricale, échographique par la charge virale. On instaure également donc on prépare l'accouchement avec une prophylaxie perpartum si charge virale détectable ou accouchement par voie basse si la charge virale est indétectable. Également l'allaitement, donc l'allaitement artificiel ou un allaitement maternel. On va revenir sur cette question. Et enfin, donc, une prophylaxie antirétrovirale à la naissance pour le nouveau-né pendant 4 à 6 semaines en fonction du risque encouru. Donc, concernant l'allaitement maternel, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge virale dans le lait maternel est le principal facteur qui influence le taux de transmission de la mère à l'enfant après l'accouchement, et que la charge virale dans le sang n'est pas corrélée à la charge virale dans le lait maternel, c'est-à-dire dans la glande mammaire. Et certaines transmissions ont eu lieu chez des mères qui ont une charge virale plasmatique indétectable, ce qui soulève la question du réservoir viral au niveau du lait maternel. Et l'équation U égale U ne s'applique pas à la transmission mère-enfant. Et cette transmission donc, peut se faire malgré une charge virale indétectable dans certaines situations. Donc U égale U ne s'applique pas, s'applique à la transmission sexuelle, mais pas à la transmission mère-enfant, parce qu'il y a toujours un risque résiduel de transmission inférieur à 1% qui peut se produire dans certains cas en raison de la persistance du virus au niveau du lait maternel. Donc, en outre, le risque de transmission est corrélé au niveau cumulatif de la charge virale dans le lait maternel ingéré par l'enfant. Cependant, la transmission peut se produire à n'importe quel moment de la grossesse et surtout donc, peut se produire au début de la grossesse par le colostrum, parce que le colostrum contient plus de virus que donc, la suite du lait maternel. Donc, il faut faire attention aux transmissions précoces par allaitement maternel. Donc, vous voyez là, donc, le risque de transmission, il est avec allaitement maternel de 20 à 40%, sans allaitement maternel 15 à 30%, et avec des interventions de PTME, il peut être réduit à moins de 1%. Donc, la position de l'UNICEF et de l'OMS concernant l'allaitement maternel est la suivante. L'allaitement est la meilleure alimentation pour les nouveau-nés. Le risque de transmission du VIH est très faible lorsque les mères sont convenablement traitées depuis au moins 4 semaines avant l'accouchement et en suppression virale soutenue pendant toute la durée de l'allaitement. Il convient de conseiller les femmes pour faire un choix éclairé sur le mode d'allaitement le plus approprié et le plus sûr pour leur situation. Et plusieurs pays dans la région recommandent actuellement l'allaitement artificiel dès la naissance, quelle que soit la charge virale maternelle, y compris la Tunisie, où on offre donc le traitement artificiel dès la naissance. Donc ça, c'est pour résumer l'efficacité un petit peu de la transmission mère-enfant du VIH. Je passe à la syphilis. La syphilis est transmise par une bactérie de la mère au fœtus, essentiellement pendant la grossesse par voie transplacentaire. La transmission peut se faire à partir de la 11e semaine, mais effectivement, elle se produit essentiellement à partir de la 14e, 16e semaine. Et le risque de transmission est plus important au cours de la deuxième moitié de la grossesse ou en cas de syphilis maternelle récente, c'est-à-dire lorsqu'il y a une charge bactérienne importante donc chez la mère, là où il y a plus de risque de transmission. Vous voyez que le risque de transmission également diffère en fonction du stade maternel de la syphilis. Il est plus important lorsque la syphilis est primaire ou secondaire précoce, 60 à 100% des cas. Syphilis latente, il est moins important, 40% lorsqu'elle est précoce. Et syphilis latente tardive, donc c'est 8%. Donc pour le profil sérologique cicatriciel, il n'y a pas de risque de transmission. Donc, en l'absence de toute intervention, la syphilis entraîne de multiples complications au cours de la grossesse et une syphilis congénitale. Et pendant la grossesse, la syphilis représente la deuxième cause de mortinatalité. Vous voyez donc ces complications-là, pratiquement donc 41% donc de morts-nés ou morts in utero, 18% de décès néonatal, 13% de prématurité et de faible poids de naissance et 30% d'enfants infectés qui présentent donc une syphilis congénitale, mais c'est une syphilis congénitale qui peut être totalement asymptomatique pendant plusieurs mois, dont il faut savoir détecter.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe aucun test de diagnostic de la syphilis congénitale chez le nouveau-né et que tous les nouveau-nés vivants ou de mères atteintes vivants ou morts-nés de mères atteintes de syphilis devraient être examinés pour détecter d'éventuels signes de syphilis congénitale et que pour tous les nouveau-nés vivants, l'examen clinique, la radiologie, les tests sérologiques à la naissance et au cours du suivi aideront à poser le diagnostic et définir la syphilis congénitale. 2/3 des nouveau-nés atteints de syphilis congénitale sont asymptomatiques à la naissance et peuvent avoir des tests de syphilis négatifs si leur mère était traitée en fin de grossesse, donc ce qui va donc ne pas faciliter le diagnostic. Et l'infection et les symptômes peuvent se développer au cours des 2 premières années de la vie ou plus tard dans certains cas, ce qui fait que lorsque un nouveau-né est né d'une mère atteinte de syphilis, la surveillance doit être prolongée pendant les 2 premières années pour détecter à temps une syphilis congénitale. Le risque de complications pour le fœtus est minime si la mère reçoit un traitement adéquat au cours de la grossesse et idéalement avant le 2e trimestre. Et le traitement précoce permet aussi de guérir finalement, définitivement, facilement le fœtus. Le lancement par l'OMS en 2007 de la stratégie d'élimination mondiale de la syphilis congénitale a contribué à réduire le nombre de syphilis congénitales, mais n'a pas donc fait diminuer l'incidence à un niveau où la syphilis congénitale ne représente plus un problème de santé publique mondiale, ce qui fait que des efforts complémentaires doivent être effectués au niveau de l'élimination de la syphilis. Et parmi ces efforts-là, il y a cet indicateur d'impact où la couverture donc, au niveau de la consultation prénatale doit être supérieure à 95% pour les femmes enceintes. 95% des femmes enceintes qui consultent en consultation prénatale doivent être dépistées pour la syphilis. Et parmi celles dépistées positives, doivent être traitées par un traitement adéquat à base de benzatine pénicilline. Ainsi, l'OMS recommande maintenant le dépistage de la syphilis par le double test, comme vous le voyez ici, VIH-syphilis. Actuellement, la disponibilité des tests rapides facilite le diagnostic. Ces tests rapides pour la syphilis ce sont des tests très polémiques. Et le risque, c'est qu'ils peuvent être faussement positifs, surtout dans les pays à faible prévalence de syphilis. Et également, un résultat positif ne permet pas de distinguer entre une syphilis ancienne et une syphilis récente. Et dans un contexte d'approche de santé publique, dans ce cas-là, il faut traiter toutes les femmes avec un test positif comme étant une syphilis donc, précoce et donner donc, un traitement optimal pour ces femmes-là. Alors, chez les femmes enceintes atteintes de syphilis précoce, le traitement il est de 2,4 millions de benzatine pénicilline en une seule fois. Mais par contre, pour les femmes qui ont une syphilis donc, tardive ou un syphilis donc, de stade inconnu, il faut donner 2,4 millions en injection intramusculaire une fois par semaine pendant 3 semaines. Et dans une approche de santé publique, dans ce cas-là, toute mère qui a un test positif doit être traitée en tant que syphilis de stade inconnu ou de syphilis tardive et recevoir 3 injections de benzatine pénicilline. Les autres alternatives sont moins efficaces, l'érythromycine, la ceftriaxone, l'azithromycine. Et dans ce cas-là, comme ces médicaments ne traversent pas la barrière placentaire, il faut traiter le nouveau-né à la naissance, alors que lorsqu'on traite la femme par la benzatine pénicilline, on n'a pas besoin de traiter le nouveau-né à la naissance. Ça, c'est le traitement donc, des nouveau-nés à la naissance. Si jamais c'est une indication, c'est le benzine pénicilline ou la procaïne pénicilline. Et chez les nourrissons qui sont cliniquement normaux et dont les mères ont reçu un traitement optimal, donc les directives de l'OMS suggèrent une surveillance étroite des nourrissons sans aucun autre traitement. L'hépatite B, pour terminer, donc à l'échelle mondiale, la majorité des personnes atteintes d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B et des décès associés à l'âge adulte a contracté l'infection à la naissance ou par transmission verticale ou au cours de la petite enfance. Et la prévention de la transmission verticale de l'hépatite B et au cours de la petite enfance est essentielle pour réduire donc, les infections chroniques qui sont source d'une morbidité et d'une mortalité importante. En particulier, donc, il y a un risque de carcinome hépatocellulaire qui entraîne une mortalité importante. Donc la stratégie mondiale du secteur de la santé sur l'hépatite virale 2016-2021 appelle à l'élimination de l'hépatite virale
B en tant que menace de la santé publique d'ici 2030, avec donc des cibles suivantes: réduction de plus de 90% de l'incidence, réduction de plus de 65% de la mortalité et une prévalence de l'antigène HBS chez les enfants de plus de 5 ans inférieure à 0,1%. Donc l'OMS maintenant recommande le dépistage de l'hépatite B par le test rapide antigène HBS à toute consultation prénatale. Et dans le contexte où également la charge virale n'est pas disponible, l'ADN VHB n'est pas disponible, on peut utiliser l'antigène HBE comme une alternative pour déterminer l'éligibilité à la prophylaxie par le tenofovir pour prévenir la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Donc, les femmes enceintes qui sont testées positives pour l'antigène HBS, s'ils ont un antigène HBE positif, peuvent recevoir le tenofovir seul à partir de la 28e semaine jusqu'à au moins la fin de l'accouchement. Et on peut aller jusqu'à 3 mois après l'accouchement, donc pour certains pays, donc selon les recommandations nationales. Et là, c'est une intervention additionnelle pour optimiser la réduction de la transmission verticale de l'hépatite B de la mère donc, à l'enfant. Pourquoi? Parce que si on vaccine les enfants à la naissance, la vaccination aurait une efficacité de 92 à 93%. Et en ajoutant donc la prophylaxie par le tenofovir, on peut s'approcher donc des 100% donc de prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Donc, assurer rapidement, après l'accouchement, une évaluation clinique et biologique de l'hépatite B par un complément d'investigation pour décider de l'éligibilité des femmes pour un traitement antiviral au long cours. Voici la vaccination des nourrissons. C'est en principe 3 à 4 doses, dont une dose à la naissance qui doit être faite de préférence pendant les premiers 24 heures, et puis dose à M1 le premier mois, le troisième mois et le mois 6. Et là, c'est différent également. Les protocoles peuvent différer d'un pays à un autre, mais en général, c'est 3 à 4 doses de vaccin de l'hépatite B, avec une dose d'immunoprophylaxie qui n'est pas accessible à tous les pays parce que ça coûte cher. Donc, on fait une injection d'immunoglobuline, hépatite virale B, une seule injection à la naissance, donc dans un site différent de la vaccination. Ça permet également d'optimiser davantage la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Ça, c'est déjà dit. Donc, ça, c'est l'algorithme de la prévention de la transmission verticale de l'hépatite B. Juste pour terminer, les principales interventions de la triple élimination, ça commence donc par des interventions de santé reproductive sur la prévention des grossesses non désirées, prévention primaire pour la prévention des nouvelles infections chez les femmes en âge de procréer. Ça peut être le préservatif, la PrEP, la prophylaxie post-exposition, réduction des risques, dépistage prénatal, comme on a vu, VIH, syphilis, antigène, HBS, traitement des femmes enceintes et traitées infectées, que ce soit par le VIH ou la syphilis ou l'hépatite B, et suivi et vaccination des nourrissons et des mères infectées. Donc, toutes ces interventions sont intégrées dans une approche donc, de santé publique intégrant des services de santé reproductive, des santé de la mère, de l'enfant, du VIH, des IST, de l'hépatite B, avec dépistage, avec vaccination et avec traitement. Et tout ça, donc, c'est une intégration des services qui va nous amener à atteindre les objectifs de 2030. En conclusion, l'efficacité de la prévention de la transmission verticale est telle qu'on peut espérer réduire l'incidence de nouvelles infections à un niveau où ces 3 infections ne représentent plus une menace de santé publique. Vous voyez, pour le VIH, sans intervention, 20 à 45% de risque, moins de 1% avec des interventions. Pour la syphilis, ça dépend de 8 à 100% de risque, on va jusqu'à moins de 3%. Et avec l'hépatite B, ça dépend du stade, ça dépend également du statut antigène HBE, ça dépend également de l'infection en fin de grossesse. Globalement, c'est entre 5 et 90% de risque de transmission et on descend au-dessous de 5%. Donc, c'est des interventions qui sont simples, mais c'est des interventions qui sont vraiment très efficaces. Et pour aller à ça, l'enjeu majeur actuellement dans les pays de la région,
et j'en parlerai du bilan du rapport régional dans la région MENA dans ma deuxième intervention, c'est de mettre en place un dépistage efficace des 3 infections en consultation prénatale le plus tôt possible et de préférence au cours du premier trimestre de la grossesse. Ce dépistage va permettre de faire le diagnostic, de traiter la mère, d'éviter les complications graves chez le nouveau-né et de dépister et traiter également les partenaires. Je vous remercie.